Sur les rives du golfe Persique, un bout de désert s'est métamorphosé en mégapole du futur. À Dubaï, des centaines de tours sont encore à aménager. Un chantier géant à ciel ouvert qui a attiré un artisan français, un peu aventurier. Cyril Barret est tapissier. Aujourd'hui, avec Sarah, sa collègue, il a une visite de chantier. Good morning, how are you? Cyril doit réaliser des rideaux d'un grand loft en construction sur le toit de cet immeuble. Voilà. On peut occulter les chires ici, garder juste les romaines. Pour alléger, pour garder le... Le client britannique est très exigeant pour ses nombreuses baies vitrées. Face au bâtiment. Je n'ai pas décidé de ce que je voulais précisément ici. Avez-vous envie de plusieurs rideaux sur chaque fenêtre ou d'un seul? Non, je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est ne pas perdre de lumière, jamais. Répondre à ces caprices de riches propriétaires est devenu une habitude pour le tapissier. Tous les projets ici, c'est on oublie ce qu'on faisait en France. Hein. Déjà, là, ici, à Dubaï, c'est un petit projet. On est dans un appartement, du moins un penthouse, on est quoi, à peu près 900 mètres carrés. Et pourtant, c'est petit. Ouais, c'est un projet petit, du moins normal. On a souvent l'habitude de faire des villas 2000 mètres carrés, 3000, 6000. Avant de venir ici, Cyril a travaillé pendant 2 décennies dans son Bordelais natal. Mais en France, son carnet de commandes était chaque mois de moins en moins fourni. Il y a 3 ans, il a décidé de faire le grand saut, tout quitter pour cet émirat, capitale de la démesure. Et le tapissier n'est pas venu tout seul. Dans son atelier qui tourne à plein régime, en plus des ouvriers indiens, Cyril emploie 2 de ses anciens salariés de Bordeaux. Après le départ de leur patron, ces 2 Français se sont retrouvés sans emploi et ont décidé de le suivre. Ils veulent les rayures horizontales. Sylvie, 50 ans, est la spécialiste des ourlets à rallonge. Divorcée, elle a laissé en France sa fille et son petit-fils. Sylvie tente de refaire sa vie à Dubaï et ce n'est pas facile tous les jours. Et là, il n'y a pas de vie de famille, quoi. Il n'y a pas de vie entre amis. Bon, puis on n'a pas le temps de se faire des amis. Déjà, il faut savoir bien parler anglais, chose que je ne sais pas trop bien faire. Je me débrouille. Mais autrement, non, c'est une vie spéciale quand même. Hein. Dans l'atelier, Dominique, le roi de la coudoir, lui aussi a tout quitté. Ça vous manque pas l'atelier de Bordeaux? Bordeaux, oui, maman. L'atelier, pas spécial. Il y a plein de choses qui manquent, les amis, la famille. Le vin rouge. Le vin rouge, les petits troquets. Non, tout ça, ça manque, c'est sûr. Et le boulot? Ah bon, c'est bien. Il y en a quoi? Ah, on s'ennuie pas. Ouais, c'est pas ce qui manque. C'est vrai qu'à Bordeaux, souvent, on était confrontés. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Des fois, on bouchait les trous. Qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain? Ça va être difficile. Il faut absolument rentrer du travail, sinon on se met en danger. Ici, c'est comment on va faire pour livrer. Désormais, tous les 3 mois, Dominique fait des allers-retours pour voir sa compagne rester en France. Cyril, lui, a embarqué toute sa famille dans son aventure. Sa femme et ses 2 filles, inscrites dans cette école. Hello! Ça va? Daphné, 9 ans, et Parvané, 11 ans, Ça a été? ont dû changer leurs habitudes. Hi, how are you? Ça change de l'école française, hein, les enfants en uniforme. Ah oui, c'est le système anglais, mais c'est bien. Au moins, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de problème, pas de surprise. La famille a emménagé dans l'un des quartiers les plus cossus de la ville.
Hello. Qui c'est ça? Cyril loue ici un très grand appartement. Il emploie désormais une domestique philippine pour s'occuper des enfants. C'est là, thank you. Thank you. Un train de vie bien loin de celui que l'artisan avait à Bordeaux. Mais avant d'en arriver là, Cyril a traversé des périodes d'inquiétude. Quand on vient avec femme et enfants, ça met le stress. C'est ce qui a été au début. Il y a eu des périodes où ça a été waouh, un peu de grosses angoisses, d'instabilité, à se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait la bêtise de ma vie, d'être venu ici, d'avoir tout plaqué en France? Qu'à Bordeaux, il n'y a plus rien. À Bordeaux, il n'y a plus rien. Voiture, Plus d'entreprise, plus rien. Plus rien. Tout est concentré ici maintenant, avec la famille. Et c'est vrai que la première année a été très difficile sur Dubaï. Bon, maintenant, je dirais que c'est que du bonheur. Ce bonheur, Cyril le partage tous les jours avec ses enfants. Déjà bilingues anglais, les deux petites parleront bientôt l'arabe. Et pour leur avenir à Dubaï, elles ont les mêmes rêves que toutes les filles de leur âge. Je veux en fait être une artiste, après une danseuse, après un chorégraphe. Je sais pas, il y a plein de trucs que je veux faire. Mais le souhait de leur papa serait de les voir prendre sa relève. Ah, j'adorerais, oui. Que mes enfants travaillent avec moi un jour, ça serait merveilleux. Mais bon, je ne les forcerai pas. Ça viendra tout seul. Peut-être Daphné travaillera avec moi pour commander, parce qu'elle aime bien l'autorité. Ça, on la mettra au management. Des artisans français qui s'expatrient, on en trouve dans le monde entier. Comme ici, en Chine. À 1 heure de route de Pékin, un jeune Parisien est en train de réaliser un rêve un peu fou. Vincent Castel veut devenir artisan au pays des usines. Il est forgeron de formation. Ça s'est un peu fait par hasard, ouais. Je venais un peu voir ce qui se faisait sur le métal et je me suis dit, il n'y a personne qui forge ici. Donc, alors, ça veut pas? Et donc du coup, j'ai regardé s'il y avait une niche à prendre ici, quoi. Ici, il n'y avait pas trop de forgerons? Non, ici, moi j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est plus des mecs qui font des outils, qui sont maréchal ferrant, qui font de la forge, enfin qui font des trucs uniquement utilitaires, quoi. Il n'y a pas de culture de forge décorative. Le métal n'est pas utilisé en architecture ici, de manière décorative. Au départ, Vincent était venu pour suivre une belle chinoise rencontrée en France. Et comme ça, ici, on peut foutre aussi un ou deux autres trucs, tu sais. La demoiselle s'en est allée, mais le jeune homme est resté pour travailler. Aujourd'hui, son atelier est sur le point de voir le jour. L'outil le plus précieux du futur forgeron arrive d'ailleurs ce matin. C'est ça aussi, l'autre tripode, là. Ouais, là, c'est Noël. Il y a une belle enclume... une belle enclume à mon nom. Petite enclume de 200 kg, bah, elle est là. Oh putain, comment elle est trop belle. Pour l'aider à relever son défi, Vincent a aussi engagé des forgerons occidentaux. Thibaut, un autre Français. Bernard, un Suisse, fondu de marteau. Et Mike, un Américain de 70 ans, le patriarche. Ensemble, un énorme chantier les attend déjà. Vincent a en effet décroché son premier contrat en Chine. La décoration de la somptueuse maison d'un riche shanghaïen. C'est une grande maison, je crois qu'il y a 3000 m² dessus, une piscine souterraine, enfin c'est un beau bestiau, un beau manoir. Vincent doit fabriquer des rambardes de fenêtres, des portes et des cloisons en fer forgé. En France, il n'aurait jamais eu une telle commande. On a le même problème que les paysagistes, c'est-à-dire que les gens ils font leur maison, ils la décorent et après ils se disent ah bah tiens il reste la ferronnerie, il reste les fleurs à mettre et nous on est un petit peu l'habillage de tout ça. Donc en général le budget il est déjà parti quand il y a besoin de mettre nos pièces. Pour ce propriétaire chinois,
c'est tout le contraire. La ferronnerie est une priorité. Il souhaite donner un style vieille Europe à son manoir. Et le savoir artisanal à la française est un gage de qualité. Même à New York. Dans les rues embouteillées de la Grosse Pomme, une jeune femme, artisan elle aussi, a décidé de faire sa vie au pas de charge. Karine est fleuriste et elle commence chaque journée par des petites courses au marché aux fleurs de Manhattan, le Rungis local. Tu peux me montrer les pivoines? Bien sûr, elles sont juste là. Elles sont superbes. Tu en as des blanches? Oui, des blanches et des roses là aussi. Et ça, c'est une autre variété un peu plus claire. Je crois que j'aime bien celle-là. Dans ces magasins en plein air, la jeune femme a ses habitudes. Elle réside aux États-Unis depuis 12 ans. Tu en as des plus ouvertes, ce serait parfait. Ma cliente les aime pas comme ça. Ah, j'adore cette française. Elle est si magnifique, si sexy. Et c'est aussi une bonne fleuriste? La meilleure à New York. Ok, salut, je m'en vais. Salut, Georges. Ici, la petite Frenchie a une sacrée réputation. Elle travaille pour une enseigne très connue à New York. Une boutique de fleurs installée à 2 pas de Central Park, créée il y a 20 ans, l'Olivier. Karine est une floral designer, comme disent les Américains. Elle dirige une équipe de fleuristes internationales et crée tous les bouquets de l'enseigne. Donne-moi 10 de plus. On fait une moitié sur un côté et le reste de l'autre. Un charme et une élégance à la française que les New-Yorkais adorent. Ce qui nous distingue de certains fleuristes, c'est qu'on utilise le feuillage vraiment comme élément du bouquet. On utilise beaucoup on mettra du romarin, du lierre ou quelque chose qui finit le bouquet, qui fait partie du bouquet, pas simplement parce que tiens, ça fera du volume et ça fait plus gros. Voilà. Mais c'est la French touch dans le sens où c'est pas juste pour faire quelque chose de plus gros, c'est pour faire quelque chose d'élégant et qui se distingue, quoi. La boutique est aussi très courue pour les fleurs qu'elle propose. Elles sentent bon la France. On a beaucoup de commandes de muguet. Surtout parce que les gens, comme on est français, les gens sont toujours sûrs d'en trouver chez nous, quoi. Pour s'approvisionner en fleurs françaises, Karine a un petit secret. Caché très loin des rues chics de Manhattan, ici, à Fréjus, dans le sud de la France. Karine commande tout son stock dans cette boutique. Celle de son père, Louis Bonnet, 65 ans, dont 44, a livré des bouquets dans le Var. Karine est née et a grandi ici, au milieu des fleurs. Ben voilà. Et sa chambre était tout à fait au bout là-bas. Elle s'est amusée toute petite. Elle descendait très souvent au magasin parce que c'est vrai que elle avait vraiment, elle avait un penchant pour le produit. Et puis au moment où il y avait les sapins de Noël, s'amuser dans les sapins, c'était très, très amusant parce que elle ne faisait pas 1 mètre et les sapins ils en faisaient 2 ou 2,5, donc c'était une petite forêt pour elle, quoi. Karine a 2 ans sur ces images et déjà elle rêve d'être fleuriste. Aujourd'hui, la petite fille a traversé l'Atlantique, mais elle a conservé les gestes de ses parents. Elle perpétue la tradition familiale et puis un peu la tradition française parce qu'on a un peu d'avance sur eux quand même de ce côté-là, vous voyez. Et alors, ouais, je pense qu'en fleuristerie, on est pas mal. Voilà. Là, hein. Et comme les Américains sont friands de nos pétales, Louis est chargé de trouver les plus belles fleurs pour Karine. Une fois par semaine, Papa Bonnet se lève donc à l'aube pour faire ses courses à Hyères, sur le plus gros marché aux fleurs du sud de la France. En ce moment, il n'y a que de la pivoine pour New York ou autre chose? Maintenant, principalement. Aux côtés de son acheteur, Louis joue les espions pour sa fille. Les premiers jours où il y a eu 2-3 chariots de pivoine, je dis ah, ça y est, on a eu les premiers chariots.
Donc elle oriente ses achats, elle sait que c'est un produit qu'elle va avoir, qu'elle va utiliser comme produit phare. Je suis un peu la taupe, comme on dit. Mais mettre la main sur les jolis lots n'est pas simple. Ah là, c'est trop gonflé pour toi. Ça, c'est bien si tu la vends de suite. Ouais. Trop gonflé, les fleurs arriveraient fanées à New York. Vous êtes content, vous avez vu ce que vous vouliez là? Oui, c'est bon, j'ai tout acheté. C'est tout, oui. Sans être trop ouvertes, ces pivoines doivent tout de même être volumineuses. La clientèle américaine aime les fleurs qui ont de la gueule. Vous voyez la différence, ils achètent tout ce qu'il y a de plus grand, tout ce qu'il y a de plus beau. Hein. Regardez, tout le petit, c'est pour nous. Hein. C'est vrai en plus. Ils ont les moyens, les Américains. Exactement. Ces fleurs prendront l'avion à Nice cet après-midi direction Manhattan. Moins de 24 heures après avoir été coupées, elles seront en boutique chez Karine. À Pékin, en revanche, pas question d'importer les matières premières pour Vincent, le forgeron. Le jeune Parisien a dû apprendre à se débrouiller tout seul, dans un pays où rien n'est fait pour les artisans. Aujourd'hui, il arpente les quincailleries. Un shopping un peu exotique. Oh, ça, c'est pas les marteaux de forge, c'est juste les marteaux pour bosser, quand t'as des merdes à faire, pour que c'est pas grave si t'abîmes, quoi. Ils sont un peu pourris, mais ça va faire le boulot. Pour se faire comprendre, tout est bon. Quelques mots de chinois. Et surtout beaucoup de patience. Dans les ateliers en Chine, c'est quand même un peu à l'arrache, quoi. Mais ça va. L'important, c'est le résultat, en fait, ici. La manière dont tu y arrives, c'est pas ce qu'il y a de plus important. En Chine, Vincent est une curiosité. D'ordinaire, les Occidentaux qui débarquent pour travailler ici sont en costume, pas en bleu de travail. Ce sentiment de passer pour un extraterrestre, le forgeron le partage avec quelques amis, le soir autour d'une bonne table. Parmi eux, Nicolas, un autre Français installé à Pékin. Lui est joaillier. Moi j'ai une boutique où j'ai mon atelier dans la boutique. Et j'ai des Chinois qui viennent, qui regardent, qui posent des questions et qui trouvent ça drôle qu'il y ait un étranger ici qui travaille avec ses mains et qui fasse des choses et qui les vende. Chez le jeune Chinois, comme Richie, l'un des rares amis locaux de Vincent, les métiers manuels ne sont pas très bien vus. En général, les Chinois veulent un job derrière un ordinateur. Ils ne veulent plus travailler dans les usines. Ils jugent cela dégradant. Être ouvrier ou artisan, c'était pour nos parents. Moi, je suis un travailleur manuel, un ouvrier. Donc c'est pas super classe, quoi. C'est pas super classe. Tu regardes nos mains, on a les doigts noirs, les coupures, etc. C'est salissant. Dans les mentalités chinoises, mettre les mains dedans, c'est quand même un peu dégradant. Donc du coup, ils veulent être dans des boulots de, comment on appelle ça, de supervision, plus que dans des boulots de réalisation, quoi. Pour percer et réussir son pari, vivre au pays où les usines sont reines, Vincent le sait, il va devoir redoubler d'efforts. Mais le jeune Parisien a un atout, sa passion. À première vue, forger, cela paraît un peu violent, brutal. Pour Vincent, c'est un monde à part. C'est un univers dans lequel on se sent bien, quoi. Les ferronniers disent une révélation ou un bug en anglais, un espèce de virus. Le virus de la forge, c'est que quand la première fois qu'on tape sur une enclume, c'est une découverte, quoi. Ce virus, Vincent l'a attrapé il y a 10 ans. Depuis, il vit un lien presque charnel avec l'acier. Plus c'est chaud, plus ça bouge facilement. Ah ouais, c'est presque, on va pas dire du chewing-gum parce qu'on tape dessus au marteau, mais non, ça bouge très facilement, ça se modèle, la matière, elle se déplace. On se sent assez puissant de déformer la matière comme ça, quoi. Vincent et son équipe
ont 6 mois de travail pour fournir les pièces du beau manoir achetées par leurs clients chinois fortunés. À Dubaï, Cyril le tapissier arrive au bout de l'une de ses plus belles commandes. Le Bordelais a appris son métier chez les Compagnons il y a 22 ans. Il y a découvert des gestes séculaires, comme cette façon de planter des clous un peu étrange. C'est la méthode que nous avons appris depuis qu'on a démarré le métier. C'est une méthode ancestrale. Nous avons des marteaux spécialisés qui sont aimantés, qui nous permettent directement de prendre les semences depuis la bouche et de pouvoir tenir le tissu en même temps et de pouvoir pré-appointer le tissu sur le siège. Vous avez encore la main à la bouche? Ouais. Je peux le voir là? Là, vous prenez comme ceci. Avec votre main gauche, vous préparez votre tissu, vous plantez d'un petit coup. Après, vous tournez votre marteau et vous préparez votre appointage. Et les pièces que Cyril préfère, ce sont les canapés. Il en fabrique plusieurs centaines par an, comme celui-ci. Un poêle rococo, avec ses accoudoirs en or. Cyril doit les livrer aujourd'hui. Be careful when you move the sofa here, because Et il est un peu stressé. Déjà la livraison, c'est crucial. Donc on n'a pas droit à l'erreur. How many pieces, Alex? Il faut dire que ces sofas ne sont pas pour n'importe quel client. Aujourd'hui, l'artisan français joue son avenir dans son pays d'adoption. Ces canapés ont été commandés par le roi des Émirats. À New York, Karine, la fleuriste, est toujours aussi pressée. Elle a rendez-vous chez son principal client, le Carlyle, un hôtel de légende. Dans les années 60, le président Kennedy y avait ses habitudes. C'est la suite 2801? Oui. Karine a été contactée par Tom, le responsable de la décoration. Un couple de VIP a réservé cette suite. La française doit la fleurir. Je voulais juste vous montrer un aperçu des couleurs. On pourrait faire quelque chose de vert, en mettant du violet aussi avec ce vert. Avec sa vue panoramique sur Central Park, la chambre en duplex est l'une des plus belles de l'hôtel. Vous voulez aussi quelque chose pour le bureau, là? Oui, un petit bouquet discret, ce serait bien. Et il en faudrait également un dans la chambre principale. À chaque nouveau client, Karine doit entièrement décorer les suites de l'établissement, avec des fleurs fraîches, venant si possible de France. Vous savez, elle a cette patte très artistique. Bien sûr, nous avons aussi de très bons fleuristes américains. Mais Karine a quelque chose en plus, a un je ne sais quoi d'un peu spécial. C'est difficile à expliquer. Et puis, elle a cet accent français, et ça ne gâche rien. Au fond, à New York, il n'y a pas que les gestes de ses parents que Karine imite. Ici, elle a aussi tissé des liens avec ses clients, comme son père, à Fréjus. Finalement, j'ai un peu recréé ça aussi, parce qu'en fait, on traverse la rue, on est ici, comme quand on traversait la rue pour aller faire une livraison. Toute la vie de la fleuriste est désormais aux États-Unis. Car en plus de la boutique et de ses clients, ici, elle a également son clan. Une famille un peu élargie qui vit avec elle à Brooklyn. Karine, mère célibataire, partage une maison avec son frère Patrick. Qu'est-ce qu'elles font? Salut. Lui aussi est artisan à New York. Il est chocolatier. Vous venez? Oh, c'est joli ça. Bah, elle est en bas, moi je suis en haut, et puis on a arrangé le sous-sol pour avoir plus d'espace. Voilà. Ouais. Et là, cette année, on est en train de discuter pour faire un balcon jardin, ici, en haut. Donc, comme ça, nous, on pourra descendre plus facilement. D'accord. Oui, mais c'est un peu comme on a grandi, quoi, quand même. Oui. Un peu le même genre, oui. Sauf que sa chambre était à côté de la mienne et qu'elle tapait toujours au mur. Pour que j'arrête la musique ou tout ça. Dans la maison, ils sont 5. Chloé, 7 ans, la fille de Karine. Dina, la belle-sœur, la femme de Patrick.
et Sophia, leur fille. La France, ses artisans expatriés y pensent souvent. Mais ont-ils envie de rentrer? Sur ce point, le frère et la sœur ne sont pas tout à fait d'accord. Non, faire avoir un magasin de Fréjus, non, certainement pas. Moi, je dis que pourquoi pas. On ne sait jamais, en fait. Je crois que quand on est venu ici, c'est parce qu'on n'a pas trop réfléchi. On est venu ici 1 an et on ne savait pas si on allait rester. Donc, moi, je vois ça comme ça aussi. J'ai pas forcément... On ne sait jamais. Non, faire avoir un magasin ensemble ici, ouais. Ici, aux États-Unis, fleurs et chocolat ou fleurs et pâtisserie, ouais, ça serait super. Mais en France, non. Il va être triste, Louis. Il va être triste, papa. Mais non, il va se non, faire il la le tête, sait, en fait. Il va venir. Hein. Peut-être c'est lui qui va faire les livraisons, je sais pas. En attendant les macarons de rose ou les tulipes en chocolat, Karine et son frère font déjà rayonner l'artisanat français sur les bords de l'Hudson River. À Pékin, plusieurs mois après le début de son aventure, Vincent le forgeron piétine. Être artisan à l'étranger s'est révélé plus difficile qu'il ne l'imaginait. En ce moment, il finit tout juste les premières pièces choisies par son client. C'est un rush de finition en fait, parce qu'on est en train d'attendre la validation par le client des pièces qu'on a faites. On a le room divider qui est là, le claustra qui sera utilisé en mur de séparation dans une grande pièce. Ça, c'est tous les garde-corps de la maison. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a un petit peu partout. Ça se balade un petit peu partout parce qu'on n'a pas... là-bas, avec toutes les pièces qu'on a commencé à faire, on manque un petit peu de place forcément. Le chantier de Vincent a pris énormément de retard. Depuis le début, le forgeron est allé d'épreuve en épreuve. À court d'argent, il a même dû renvoyer chez eux ses salariés occidentaux. Il n'a gardé que les Chinois. J'avais jamais eu d'ouvrier chinois à qui je devais montrer comment faire ceci, comment faire cela. J'avais jamais eu d'équipe à gérer pour des projets aussi importants comme ça. Donc il y a eu un moment, la question s'est posée de savoir si on allait pouvoir continuer ou pas. Le forgeron doit son salut à Richie, son meilleur ami pékinois. Le jeune homme a investi toutes les économies de sa famille pour sauver l'atelier du Parisien. C'est mon ami, un peu comme mon frère. Je me devais de l'aider. Et puis les choses ne sont jamais simples en Chine. Ici, il faut avancer étape par étape. Mais je suis certain que les choses iront mieux à l'avenir. Avec l'aide de sa nouvelle famille, Vincent a retrouvé le sourire, l'envie de forger et un peu de courage pour affronter le reste du chantier. On est toujours plus ou moins en survie quand on est artisan, d'autant plus à l'étranger, mais ouais, il y a quelques possibilités, quelques petites choses à faire, on verra. Même s'il y a pensé au plus fort de la crise, Vincent maintenant n'a plus envie de revenir en France. Plus les mois passent, plus il se sent devenir un artisan chinois. Pour Cyril le tapissier, la survie dans son nouveau pays va peut-être se décider aujourd'hui. Ce matin, il doit livrer son client le plus important, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le roi des Émirats. Le gouvernement d'Abu Dhabi peut apporter du travail à vie. Déjà, nous, depuis 1 an, vu les commandes qui nous passent, bon, c'était inespéré, on n'a jamais vu ça en Europe. En tout cas, moi, dans mon entreprise, j'ai jamais connu des commandes aussi grosses. Cyril a été chargé d'aménager ce palais royal. 6000 mètres carrés de salon, de marbre, de dorure, construit pour recevoir les invités du souverain. Dans cette résidence, l'artisan français a recouvert tous les murs de cuir blanc. Il a aussi confectionné des centaines de rideaux. C'est un autre monde, on peut le dire.
Demi, donc tu accroches ta chute depuis le milieu et tu fais remonter la petite surpiqûre qu'on a sur la chute sur le plafond. Il y a combien de mètres de rideau? Cette pièce, il y a 1000 mètres. Il y a 1 km de tissu. Donc, pour faire tous ces rideaux? Ouais, pour faire tous ces rideaux. Pas tout à fait, 965 mètres exactement. Mais ouais, ça on dirait pas comme ça, mais quand j'ai fait les calculs de quantité, j'ai fait oula, c'est énorme. Dans cette pièce, Cyril a également fabriqué à la main et sur mesure 18 canapés pour la cour. Il a surtout conçu le trône du roi et celui de son frère. Ouais, ces 2 fauteuils, on est obligé de les bichonner parce que bon, c'est les 2 fauteuils qui sont destinés aux clients, donc ils doivent être pas parfaits, plus que parfaits. Il y a un côté pharaonique, c'est Louis XIV du désert, il commande, hop, il faut que ça arrive dans un bref délai, voilà. Donc bon, ça remplacera pas Versailles, mais il a sa place quand même. Donc vous êtes le tapissier du roi? Oui, si on veut dire. Sur le million d'artisans français, plusieurs centaines tentent chaque année la même aventure que Karine, Vincent et Cyril. Ils sont les ambassadeurs de la qualité Made in France.